Wesh les frérots, c'est mec, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la review du chapitre 1095 de One Piece. Un monde où il ne vaut pas la peine de vivre. Franchement, rien que le titre, il est lourd, il te montre que ça va être triste, ça va être tragique. J'étais trop hype de lire le chapitre à ce moment-là. Dans cette review, on va essayer de revenir sur tous les détails cachés qu'il y avait dans le chapitre, des trucs que t'as peut-être pas capté à ta première lecture. On va aussi théoriser un peu, on va prendre l'avis de la communauté. Bref, ça va être lourd, on est parti. D'ailleurs, je lis le chapitre de One Piece toutes les semaines, le mercredi 21 h sur ma chaîne Twitch, donc je t'invite à venir. Le chapitre commence sur des marines qui s'enfuient, terrorisés parce qu'ils ont vu Saturne. On voit que tous les marines qui sont en dessous du rang de capitaine doivent s'enfuir parce qu'ils n'ont pas le droit de voir Saturne, ils sont indignes de sa présence. D'ailleurs, dans le chapitre d'avant, quand Saturne est apparu, moi personnellement je pensais que c'était quand tu regardais Saturne dans les yeux que ton cerveau explosait parce que t'étais trop faible. En fait non, on voit avec ce chapitre que c'est vraiment Saturne qui active ses pouvoirs, et donc quand il a décidé de faire exploser le crâne d'un soldat random, c'est lui qui l'a décidé. En mode, t'es pas digne de me regarder, bah. Truc intéressant, c'est qu'un des soldats dit qu'il a vu un portrait de Saturne, qu'il n'a vu Saturne qu'en portrait. Ça veut dire que Saturne est connu, ils savent que les membres du Gorosei existent. Leur vraie forme démoniaque, je pense pas qu'ils la connaissent, mais en tout cas leur vrai visage, etc. sont connus. Ensuite, on voit Saturne qui explique aux soldats qu'il voulait se manger un coup de couteau par Bonnie. Enfin non, il voulait pas se manger un coup de couteau, mais il a volontairement pas esquivé l'attaque. Il en avait rien à foutre. C'était assez logique en vrai, hein. C'est pas Bonnie qui va planter et vraiment blesser un mec aussi puissant que lui. Mais bon, c'est stylé qu'ils le disent quand même. Et là, on voit qu'il éjecte Bonnie juste avec son regard, juste avec son pouvoir télépathique, on va appeler ça comme ça pour l'instant. Il arrive à dégager Bonnie. Et encore plus intéressant, quand Sanji essaye de sauver Bonnie, lui aussi il se fait dégager juste d'un coup de regard. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, Sanji, avec la résistance de fou qu'il a, il se fait dégager juste en un regard. Et le mec il saigne, il est pas bien, il est blessé, c'est une dinguerie. On voit ensuite que Saturne referme sa plaie automatiquement. Le mec peut soigner ses blessures physiques. Est-ce que leur corps est immortel au Gorosei ou est-ce que c'est que lui? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé d'en apprendre plus parce que là c'est une dinguerie. Et c'est un truc qui me fait dire que c'est vraiment des démons. Parce que pour moi c'est vraiment un pouvoir de démon. De pouvoir être blessé, de se soigner comme ça instantanément, c'est trop chelou. Ensuite on voit des marines qui disent qu'il faut vite capturer Vegapunk parce qu'il faut saisir l'occasion. Et on a Saturne qui est très stoïque, il est très sûr de lui. Il dit aux soldats, soyez pas pressés, on a le temps, ils ont nulle part où aller. En mode pour lui c'est une évidence, ils n'arriveront pas à s'enfuir. Il est vraiment sûr de lui. Et là, moment hyper intéressant, on voit Saturne qui s'adresse à Kizaru. Et il nous dit que même pour lui, ça a pris plus de temps que prévu. En mode Kizaru, normalement, de par la personne qu'il est, ça aurait dû aller beaucoup plus vite. Et là, on voit Luffy et Kizaru présentés d'égal à égal, les deux au sol, incapables de bouger. On a Kizaru qui arrive encore à parler, il tient la tête. Je pense que la golden de Luffy, il l'a bien senti passer. Hein. Et il explique qu'il est désolé, qu'il n'y a pas d'excuse, c'est de sa faute. Et qu'il pourra pas se relever pendant un petit moment parce que là il est un peu dans le mal. À côté de ça on voit Luffy, lui qui parle pas, il est carrément inconscient et inerte. Et donc je vais revenir sur des débats que je vois un peu là sur les réseaux sociaux. Sans trop parler de puissance bien sûr, mais t'en as qui vont te dire ouais regardez la honte, Kizaru s'est fait one shot. Il y en a d'autres qui vont te dire ouais regardez la honte, pendant que Kizaru il arrive encore à parler, Luffy il est inconscient, Kizaru supérieur à Luffy. Pour moi les gars, il n'y a rien de tout ça. Pour moi, c'est une égalité parfaite. Oda, il nous a montré, il les a même mis côte à côte dans le chapitre, vraiment. Il nous montre que les deux, ils sont tombés KO au même moment, c'est une égalité parfaite. À mon avis, les deux vont rester hors course pendant un petit moment dans l'arc. Parce qu'ils sont trop puissants là pour jouer un rôle tout de suite, faut les éloigner un peu et ça va être d'autres personnages qui vont prendre le relais. Derrière on voit Saturne qui essaie de tuer Luffy avec une de ses sales pattes. J'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment des sales pattes. Imagine une patte d'araignée qui doit faire 2 mètres de haut, ça me dégoûte. Et là on a Franky qui sauve Luffy de Saturne. J'aurais jamais pensé à Franky tout de suite là. Franky lui met un coup de poing à Luffy pour que le corps de Luffy soit éloigné. D'ailleurs on voit que Luffy il est vraiment inerte, il arrive pas à bouger, il arrive à rien faire. Et derrière avec son bas Franky il récupère le corps de Luffy. D'ailleurs, scène qui m'a complètement choqué. T'as Saturne qui dit « Je vois, ton équipage est plutôt fort ». Genre en voyant Franky, il s'est dit ça. T'as vu, il aurait vu Sanji, Zoro, Jinbei faire un truc de fou. J'aurais compris que Saturne il dit ça en mode « Ah ouais, vous êtes chaud ». Mais Franky! Moi j'ai une théorie, hein. C'est que Saturne ça fait tellement longtemps qu'il est pas allé sur les mers. Je crois à son époque les pirates ils étaient éclatés. Hein. Je crois un mec comme Franky c'était un mec trop chaud, c'est pas possible. Parce que tu peux pas dire ça d'un équipage Yonko en voyant Franky. D'ailleurs j'aime bien la réaction de Franky juste après. Il est mort de rire et il dit haha, même les dirigeants de ce monde veulent la tête de mon capitaine. Mais il est en mode fier de lui, sûr, fier de ce capitaine, il fait plaisir. Derrière on voit Saturne qui parle à Luffy et Jewelry Bonnie en leur disant que leur arrivée était vraiment pas prévue, mais que dans tous les cas ils sont foutus parce qu'ils sont encerclés sur une île qui
va bientôt être détruite. Et là, interaction entre Saturne et Vegapunk, c'est un mélange de sadisme et d'humanité du côté de Saturne, c'est trop chelou. T'as Saturne qui dit à Vegapunk, c'est vraiment dommage que tu nous aies trahis, en tout cas merci pour toutes les avancées que t'as fait. Et juste après, il lui dit qu'il va tuer tout le monde dans l'ordre le plus pénible pour Vegapunk. En mode, je vais te faire souffrir pour avoir trahi le gouvernement. Donc tu vois, le mec, il est humain et il est sadique juste derrière, c'est un délire. Juste après, on voit Saturne qui pète un plomb, qui est en train de dire, ouais, pourquoi les humains vous écoutez jamais, etc., etc. Comme si lui n'était pas humain. Deux théories, soit c'est juste un mec qui se croit au-dessus des humains et donc il parle d'eux comme une race inférieure, comme tous les dragons célestes. Ou alors, peut-être que le Gorosei viennent d'ailleurs, et c'est peut-être vraiment des démons, ou ils viennent d'une autre race, je sais pas, et ils se sentent vraiment supérieurs aux humains, et ils sont vraiment différents d'eux. Ensuite, grosse déception, on voit l'équipe de Sanji, Jay Wearly, Vegapunk et Franky immobilisés juste avec le pouvoir de Saturne. Et ce qui me déçoit vraiment, c'est que Sanji, il est immobilisé au même titre que les autres. Genre il a pas le droit à un traitement de faveur, il a pas le droit à une résistance supérieure. Ça je suis vraiment déçu parce que pour moi c'était le moment pour Sanji de briller, de faire un petit truc. Même s'il a aucune chance, tenter de faire un truc. Là on voit qu'il est clairement incapable de bouger. Et je peux vous dire une chose, c'est que mon gars, Roronoa Zoro, dans cette situation-là, il serait pas dans le même état. Je vous jure qu'au minimum, Zoro il se serait relevé, il aurait fait comme contre Fujitora quand il met sa gravité. En mode il a du mal à se relever mais il te montre que... tu vois, il arrive à bouger. Alors que Sanji, lui, c'est vraiment sur le cul. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais bon, c'est pas de sa faute, hein. Oda décide encore qu'il aurait pas le droit à une action masterclass. Ça fait beaucoup, mais on est habitué. Et là, grosse révélation du chapitre. Bonnie qui dit à Saturne qu'il a tué son père, donc elle a vraiment vu le flashback de Kuma en entier, je pense, et elle sait que c'est à cause de Saturne qu'il a perdu la raison. Et t'as Saturne qui répond que Kuma n'est qu'un esclave, carrément il est né esclave, et que c'est un vestige du passé, c'est le seul survivant d'une race qui a commis un grave crime, les boucaniers. Encore une fois, quelqu'un qui a commis un crime. Ça commence à faire beaucoup dans One Piece, cette notion de peuple ou de parents qui ont commis un crime. Et donc on se venge sur leurs enfants, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans tout One Piece et c'est toujours aussi stylé. Maintenant forcément j'ai grave envie d'en savoir plus sur les boucaniers, quels crimes ils ont commis, etc. Pourquoi ils ont été exterminés surtout. Et là, une scène qui m'a donné des frissons honnêtement. Bonnie qui est dans la main de Saturne, elle est en menace de mort. T'as Vegapunk et Sanji qui hurlent « Arrête, lâche-la !» Et elle repense à un souvenir de son père. Et je suis obligé de vous le lire les gars celui-là. Donc c'est Kuma qui dit « Bonnie, depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être un héros, celui qui apporte la liberté à ceux qui souffrent. Comme le guerrier de la libération Nika. Nika, oui, je l'admire. Il se mettait en action en dansant le sourire aux lèvres. Toudoum, toudoum. Et là, t'as Bonnie qui lui dit « Est-ce qu'il va me libérer moi aussi ?» Et t'as Kuma qui lui dit « Bien sûr ». Et là, c'est incroyable, parce que surtout quand tu lis la suite du chapitre, tu te rends compte que Kuma, même adulte, quand il avait déjà sa fille, il pense encore comme un enfant, et il fait vraiment mal au cœur. Parce que c'est une pensée d'enfant, ça, moi aussi, un jour, je veux être un héros, moi aussi. Alors que le mec, c'est déjà un adulte, mais tu sens qu'au fond, tu vois, il a une âme, il est gentil. Le mec qu'on appelle le tyran, et le mec qui a souffert toute sa vie, au fond, c'est qu'un gosse qui veut aider les autres. Et moi, je vois pas ce moment, il m'a fait frissonner, c'est une dinguerie, genre. Ça vraiment, ça m'a touché. Et là, la situation s'arrête là et on passe au flashback après. Et là, pour moi, il y a deux solutions. Soit c'est le vrai Nika, Luffy, qui vient sauver Jay Wearly Bonnie, parce que juste avant, elle dit « Est-ce que moi aussi, il va me sauver ?» Donc forcément, elle va se faire sauver. Mais j'ai du mal à voir Luffy se relever tout de suite, surtout que je viens de le voir complètement KO, se faire éjecter et tout. Je le vois pas se relever d'un coup comme ça. Ou alors... on va voir Kuma débarquer et comme Nika, être un héros qui sauve les opprimés et qui sauve sa fille en particulier là. Donc moi je mise sur Kuma. D'ailleurs j'ai fait une théorie de Kuma contre Saturne avant la sortie du chapitre. Je te mets la fiche là quelque part sur l'écran, donc n'hésite pas à aller la voir. Et là les gars, on part sur un flashback incroyable qui peut-être va devenir le meilleur flashback de tout One Piece. Ça va dépendre des autres chapitres. Bref, on y va. Du coup, on voit le flashback de Kuma, on voit sa naissance. Il a un père boucanier et une mère qui est une humaine classique. Du coup, c'est un tismé. Malheureusement, la petite famille est devenue esclave d'Etenrubito. D'ailleurs, hein, eux, c'est vraiment des gros fils d'eux. Je vais pas dire ce que je pense, mais c'est une dinguerie, je les déteste. J'ai hâte qu'ils se fassent massacrer par centaines. Et là, on voit que Kuma, c'est le GOAT depuis son enfance. Il a une force physique de fou, donc il est déjà esclave malgré son jeune âge d'Etenrubito. On voit que ce dragon céleste le maltraite, il le fouette, il le tabasse, il le menace. Et pourtant, Kuma, quand il rentre le soir voir son père, au lieu de se plaindre, pour pas faire du souci à son père, il lui dit que tout se passe bien, il a trop de chance. En plus, mon maître, il est trop sympa avec moi, ça va trop bien. Et ça, c'est une dinguerie, les gars. Qu'un gosse arrive à faire semblant comme ça, à l'intelligence émotionnelle, de faire ça à son père pour pas inquiéter sa famille, c'est une dinguerie. Le dernier gosse qui m'avait marqué comme ça de One Piece, c'était Otama. C'est une gamine, mais elle pense aux autres, elle arrive à faire genre que tout va bien, c'était incroyable. Pas comme l'autre fraude de Momonosuke. Et là, comme si la vie était pas assez dure, t'as le père de Kuma qui lui dit que sa mère est décédée. Elle est montée au paradis. Maintenant, elle est dans un endroit qui est mieux pour elle.
Et là, c'est trop triste parce que tu te dis, mais putain, mais Kuma, il a pas mérité ça. Pourquoi il leur arrive que des galères comme ça? Et là, encore une scène incroyable que je suis obligé de vous lire, les gars. On a donc Kuma qui en pleure parce que sa maman est morte. Et t'as son père qui lui dit, hé Kuma, tu es fort. Continue d'endurer et de vivre. T'as Kuma qui lui dit, mais pourquoi je préférerais mourir? Et là, t'as son père qui lui répond, le guerrier de la libération viendra. Il te sauvera. Le dieu du soleil Nika. On apprend que Nika aussi, c'est une légende du peuple des boucaniers, comme plein d'autres peuples. Du coup, on voit vraiment que Nika, c'est le sauveteur de tous les peuples, de tous les esclaves, de tous les opprimés sur Terre. C'est Nika leur sauveur. Et au moment où le petit Kuma arrête de pleurer et reprend enfin le sourire parce que son père lui fait une imitation des tambours de Nika, t'as un Tenryubito qui trouve qu'il fait trop de bruit et il lui tire dessus et le tue. Il vient de perdre sa mère. Au moment où à peine il reprend ses esprits, on tue son père devant ses yeux. Mais laissez-le tranquille, Kuma, c'est pas possible. Oda, qu'est-ce qui t'a fait, Kuma? Pourquoi toute la souffrance du monde, tu la mets sur un personnage? Équilibre, non? Là, vraiment, trop triste. Le personnage de Kuma, encore plus incroyable qu'il l'était déjà avant. Et là, on a vraiment un background, mais trop triste, mais aussi incroyable. Et malheureusement, les gars, on doit passer par là. Parce que moi, en tout cas, personnellement, plus c'est triste, plus c'est des trucs tragiques, plus ça m'intéresse. Non, je suis pas sadique. Hein. Et je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs qu'on voit que la légende de Nika, vraiment, elle est étalée sur tout le monde entier. Dans tous les pays du monde, tout le monde connaît Nika, tous les opprimés ils connaissent Nika. C'est vraiment une légende, genre. Et là, on vit un truc légendaire, les gars. Le début du flashback qui marquera One Piece. God Valley, ce que tous les fans de One Piece attendent depuis des années. Enfin, on y est. On est à ça de voir ce qui s'est passé avec Zebe, Garp, Roger. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. Bon, déjà, grosse surprise. On apprend que God Valley est à West Blue. Et ça, c'est un truc de fou. Parce qu'honnêtement, moi, je me suis directement dit que c'était une île qui devait être à la fin du monde sur Grand Line, cachée quelque part, une île trop dure à accéder. Et ben non, c'est sur West Blue, une mer presque random, quoi. C'est une dinguerie. Et là, on voit que les dragons célestes, hein, ils regorgent de créativité pour faire du mal aux gens. Ils ont tous les 3 ans une petite tradition, mais elle est pas méchante. Hein. C'est juste une petite chasse à l'humain. On prend une île, on prend des humains, et puis on fait une petite chasse, on s'amuse. Franchement, tranquille, faut les comprendre aussi. Hein. Ils ont besoin de décompresser, les gars. Hein. Fouetter des esclaves toute la journée, c'est fatigue. Hein. Tu deviens fatigué, t'es tendu, faut pouvoir se détendre de temps en temps. Et là, on a l'apparition d'un des personnages les plus attendus du manga, je pense. Sangarling Fingerland. On voit qu'il est une classe au-dessus de tous les Tenryubito. Le mec qui tue le roi de God Valley, ça lui fait perdre 10 000 points dans leur concours là de chasse à l'humain. Malgré ça, il dit que justement, ça va être intéressant, mais même avec ce retard, ils ont aucune chance les autres de le battre. Donc le mec, il est trop sûr de lui, c'est-à-dire que les autres chevaliers divins, ils ont aucune chance genre contre lui. Petit détail, on voit que c'est un épéiste, sûrement. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a vu, il se bat à l'épée, il tue le mec à l'épée, il range son épée, il la tient à 2 mains. Elle a l'air importante, elle va avec son chara design, mais surtout, elle a l'air importante pour lui. Donc voilà, je pense que c'est un épéiste. Est-ce que Shanks a hérité de ça de lui? Parce que oui, pour moi, ça fait plus aucun doute, Shanks est le fils de ce mec. C'est sûr à 200%. Déjà, quand tu te bases sur le film Red, où t'apprends que Shanks, son nom de famille c'est Figureland, il a été retrouvé dans un coffre à God Valley par Roger il y a 38 ans. Là, t'as Sangarling Figureland qui est sur God Valley il y a 38 ans. Je pense que c'est simple, Shanks il a dû accompagner son père pour ce tournoi, il a dû se cacher dans la panique dans un coffre, et Roger il l'a récupéré, c'est aussi simple que ça. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce perso dans les commentaires, parce que moi je vois plein de gens être hype de fou autour de lui. Moi pour l'instant je l'aime pas, genre c'est un mec qui me fout le seum. Déjà je sais pas si vous avez vu sa tête, il a une tête de mec qui harcèle des lycéens genre dans les films américains. Tu sais, il vient avec ses 2 potes costauds et il harcèle le héros principal genre dans les couloirs et tout en mode hey Billy. Bref, j'aime pas sa gueule, ça se voit que c'est un méchant, mais il va être intéressant je pense. En vrai ça va être un bon personnage, j'en suis sûr. Et détail très important, on voit Saint Saturne avec le même visage et la même gueule qu'actuellement. Sauf que c'était il y a 38 ans. Et un mec qui ne vieillit pas d'une ride sur 38 ans, c'est que pour moi il ne vieillit pas tout court, et donc peut-être immortel. Donc pour moi, le Gorosei date d'il y a 800 ans au minimum. Ils étaient là quand le gouvernement mondial a été créé, et je pense qu'ils sont immortels depuis. Surtout quand tu vois que le mec il peut soigner les blessures de son corps, ça fait sens. Maintenant, comment est-il devenu immortel? C'est ça le sujet. J'ai vu qu'il y en a qui pensaient que c'est peut-être l'éveil du Hope no Mi, genre un ancien utilisateur du fruit de Trafalgar Law se serait sacrifié pour donner une immortalité à Saturne. Moi je pense pas, au vu de son pouvoir de régénération, Saturne, j'ai vraiment l'impression que c'est des pouvoirs chelous, un peu occultes. C'est pour ça que moi dans ma théorie, les membres du Gorosei c'est des vrais démons, ou alors ils ont éveillé leur fruit du démon à un niveau trop supérieur qui fait qu'ils arrivent à récupérer la puissance ou l'apparence du démon qui vit dans leur fruit du démon. Parce que oui, moi je suis persuadé les gars que les fruits du démon, c'est un rapport avec des vrais démons qui ont existé un jour.
et que peut-être que la volonté de ces démons elle est dans les fruits. Mais bref, c'est un autre sujet. D'ailleurs, il y a un frérot sur Twitter aussi qui a fait une remarque très pertinente. C'est avant Ellipse, au moment de la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche. On a Barbe Blanche qui dit à Shanks, quand je vois ton visage, ça me rappelle la cicatrice que m'a fait l'autre en Pafé. Et on sait que Barbe Blanche il respectait énormément Roger, donc est-ce qu'il l'insulterait dans Pafé alors qu'il est mort? Et donc il y a moyen que ce soit le père de Shanks, Garling Figureland, qui ait fait cette cicatrice à Barbe Blanche. Et s'il a fait une cicatrice à Barbe Blanche, croyez-moi, c'est que le mec c'est un monstre de puissance. Et la dernière page du chapitre, on revoit un perso incroyable. Ivankov. On voit qu'il vient sauver Kuma qui allait se faire livrer au dragon céleste. Et déjà, il nous apprend que les boucaniers ont du sang de géant. Ça expliquerait du coup leur force physique et leur taille de ouf. Moi, dès que je vois ça, je pense à un autre personnage. Urouge. Bizarrement, pour un mec des îles Célestes, il est sacrément bronzé déjà, sacrément grand et sacrément balèze. Allez, petite théorie en rapide pour vous là, on exclut. Urouge, ce sera un métis, moitié boucanier, moitié des îles Célestes. Et lui aussi, il connaîtrait la légende de Nika, etc. Sauf qu'au lieu d'être comme Kuma et d'être fan de Nika, lui, Urouge, il vouerait une haine envers Nika, parce que toute son enfance, on lui aurait dit « il va venir nous sauver, il va venir nous sauver ». Mais peut-être qu'au final, il est jamais venu. Et est-ce que ce serait pas Barbe Noire qui, sans faire exprès, aurait libéré Urouge ? Et c'est pour ça que Rouge y montrait un certain intérêt pour Barbe Noire. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on garde ça en tête. Et là, on découvre un nouveau perso, la petite sœur d'Ivankov, Ginny. On la voit en train de grailler de la viande, elle a l'air souriante. D'ailleurs, elle a l'air d'avoir l'âge de Kuma. Donc pour moi, le plus logique, c'est que ce soit la meuf de Kuma et la future mère de Bonnie, du coup. Tu connais, ils ont dû s'évader ensemble, nouer des petites relations. Mais j'ai vu certains qui nous disaient que ça pourrait être la mère de Luffy. Honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi. Après, j'ai vu qu'il y avait une rêve, genre par rapport au sourire, la ressemblance un peu, et surtout comment elle mange la viande. Mais non, moi j'y crois pas trop. Déjà, Dragon, il est plus vieux qu'eux, non, si je dis pas de conneries. Dragon, il est déjà un peu adulte, il doit avoir l'âge d'Ivankov au minimum, voire un peu plus vieux, non? Et puis même, je sais pas, moi j'y crois pas du tout. À voir si je me trompe, mais j'y crois pas du tout. C'est la fin de cette review, mon frérot, j'espère que t'as kiffé. Hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des trucs où t'es pas d'accord avec moi, s'il y a des détails que j'ai ratés. Aussi, si tu trouves qu'il y a des améliorations à faire pour mes prochaines vidéos, parce que ouais, c'est ma première review, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne vraiment de la force. Likez, commentez cette vidéo, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez faire pour moi. Moi, à côté de ça, je lis le chapitre en live tous les mercredis à 21 h sur ma chaîne Twitch, donc rejoins-nous dans la flotte. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre.